Est-ce que les Camerounais connaissent le nombre d'argent qu'on peut sortir pour saboter le MRC? Imaginez un peu le nombre de milliards qu'on peut sortir pour saboter le MRC. Imaginez un peu le nombre d'argent qu'on peut donner au professeur Maurice Kamto pour qu'il se calme, pour qu'il ne se présente plus, pour qu'il essaie de jouer le jeu. Imaginez combien de milliards on peut proposer. Moi, Bazor, la petite personne que je suis, imaginez combien est-ce que moi, personnellement, je peux demander pour saboter, peut-être, c'est un exemple, hein, le professeur Maurice Kamto. C'est un exemple, que si demain, on dit que Bazor te paye pour le saboter, je ne vais pas demander moins de 10 000 euros. 10 000 euros même, c'est petit. Je ne vais pas demander, je vais te dire au moins que je veux même 25, 30 000 euros. Ça fait combien en France CFA? Combien de millions? Et quand ils disent 30 000 euros, c'est peut-être sur un mois, hein, pas plus. Hein. Bon, imaginez un peu le nombre de personnes qu'on peut payer comme ça. Si jamais on veut qu'on sabote quelqu'un, le MRC. Vous savez les propositions qu'on peut faire à Maurice Kamto pour que on dit que calme-toi mon frère. Laisse le pays, laisse ta candidature là. Vous savez combien on parle des centaines, on peut pas ici des centaines de milliards. On parle ici de moins minimum de 100 milliards pour calmer quelqu'un comme Maurice Kamto. Et on refuse sa candidature, les Camerounais rigolent. Vous riez. Kamto vous a dit qu'il a un problème d'argent. Kamto n'a plus un problème d'argent. C'est comme le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Donald Trump l'a appelé pour dire que petit vient en cause. Vous savez la proposition que Ibrahim Traoré refuse chaque jour à cause des Burkinabés parce qu'il veut protéger, il veut soulever le Burkina Faso en l'air. Parce qu'il veut rehausser l'image des Burkinabés. Avant de juger quelqu'un, il faut savoir ce que cette personne-là refuse. Parce que quelqu'un d'autre vous aurait sacrifié depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'un peuple qui ne comprend pas? Maurice Kamto a beaucoup de cœur, il est trop bon. Il est trop bon même. Tu vois que c'est facile de refuser 100 milliards. Si je veux dire 100 milliards, tu vois que c'est facile de refuser un 100 milliards. Les Camerounais. Oh là là, Camer. Aucun enfant de Maurice Kamto ne va finir là sur un lit d'hôpital par manque de soins. C'est vous, les pauvres, et vos familles souffreteuses, qui allez finir comme ça. Donc quand vous voulez pointer du doigt Maurice Kamto, comprenez que c'est un homme qui a reçu sur tous les plans de sa vie. Il n'a pas un problème de milliards. Il n'a pas de problème d'argent. Il est à plein aux as, il est bourré de thunes. Donc réfléchissez bien même avant de dire, avant de rire comme vous riez là. Réfléchissez aux propositions qu'il a refusées pour vous. Il n'y a rien ici. Vous parlez sur la bouche, mais le cerveau, il n'y a rien dedans. C'était Bazor, abonnez-vous pour le nouveau, fait ça. Ciao, ciao. Les propos de Bazor, tels qu'ils ont été exprimés dans la vidéo, soulèvent plusieurs questions essentielles sur la perception de la politique, l'éthique et la responsabilité publique. Dès les premières secondes, on entend une affirmation choc. L'idée qu'il existerait des sommes colossales prêtes à être dépensées pour saboter un parti politique, en l'occurrence le MRC, et par extension influencer ces figures de proue comme le professeur Maurice Kamto. Ce choix de mot interpelle immédiatement. Parler de sabotage politique implique, dans l'imaginaire collectif, un acte intentionnel visant à nuire à une organisation ou à entraver son fonctionnement normal. Dans un contexte démocratique, ce terme ne peut qu'attirer l'attention, car il renvoie à des pratiques contraires au principe d'une compétition électorale équitable. La façon dont Bazor expose cette idée laisse entendre que de telles manœuvres financières seraient non seulement possibles, mais aussi potentiellement courantes. Il évoque des milliards qui pourraient être sortis pour atteindre cet objectif. Cet élément mérite réflexion. S'il est vrai que l'argent joue un rôle considérable dans la politique mondiale, insister sur le montant, sans fournir de preuves, peut créer une perception négative envers le processus politique et engendrer une méfiance accrue du public envers les institutions. En démocratie, la confiance des citoyens repose sur la conviction que les décisions se prennent dans l'intérêt général et non sous l'influence de transactions opaques. Bazor pousse plus loin son propos en imaginant des offres financières directement adressées à Maurice Kamto pour qu'il se calme, qu'il ne se présente plus ou qu'il joue le jeu. L'idée ici est claire, l'argent serait un levier pour influencer ou même éteindre une ambition politique. Cela amène à une question fondamentale. Quelle est la place de l'intégrité en politique? Si l'on admet que des propositions financières puissent faire taire une voix politique, on ouvre la porte à une vision cynique où les convictions et les programmes s'effacent devant les intérêts matériels.
C'est là que l'analyse critique doit intervenir. Bazor parle de ce scénario comme d'une hypothèse presque banale, mais une telle banalisation de la corruption ou de la manipulation politique peut miner la culture démocratique. Le moment où Bazor se met lui-même en scène, en affirmant que même lui, en tant que petite personne, pourrait demander 25 000 à 30 000 euros pour un tel sabotage, introduit une dimension personnelle et presque provocatrice. On pourrait y voir un exercice de style ou une hyperbole destinée à frapper l'auditeur. Toutefois, le risque est réel. Cette déclaration peut être perçue comme une forme de normalisation du marchandage politique, où les engagements publics deviennent des biens négociables. Dans un contexte où la société civile lutte pour plus de transparence, de telles paroles, même si elles sont dites sur un ton ironique ou détaché, peuvent alimenter l'idée que tout, ou presque, est à vendre. Il est intéressant de noter que Bazor évoque ces montants comme des sommes petites à l'échelle de certains acteurs. Dire que 30 000 euros ne représentent peut-être qu'un mois, pour certaines personnes, c'est mettre en lumière un décalage considérable entre la perception des élites économiques ou politiques et la réalité quotidienne de la majorité des citoyens. Ce contraste peut susciter une indignation silencieuse. Dans un pays où de nombreuses familles peinent à joindre les deux bouts, entendre parler de dizaines de milliers d'euros comme d'un revenu mensuel normal peut choquer. Plus loin, Bazor avance l'idée qu'il serait possible de réunir au moins 5 milliards pour faire renoncer un leader politique à sa candidature. Ce chiffre, qu'il présente comme un minimum, appelle à la prudence dans son interprétation. Sans éléments concrets, il reste hypothétique, mais il a un effet rhétorique puissant. Il frappe l'imagination, fait parler, suscite la curiosité. Pourtant, sur le plan éthique, évoquer avec aisance la possibilité de calmer une ambition politique par un chèque astronomique renvoie à une image inquiétante de la vie publique. Dans une démocratie saine, les idées devraient s'affronter sur le terrain des débats et des urnes, non dans l'ombre des négociations financières. Lorsque Bazor compare cette hypothèse à la figure d'Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, il introduit une dimension comparative qui mérite analyse. Il suggère que, comme Traoré, certains leaders politiques refuseraient de telles propositions par patriotisme ou par sens du devoir. Ce parallèle vise à rehausser l'image d'intégrité du leader mentionné, mais il a aussi pour effet de rappeler que, dans le monde politique, tous ne cèdent pas forcément aux tentations matérielles. Cette nuance est importante. Elle montre que même dans un environnement perçu comme corrompu, il existe des figures qui choisissent de rester fidèles à leurs principes. L'argument de Bazor selon lequel il faudrait connaître ce qu'une personne a refusé avant de la juger est pertinent. En effet, la réputation publique ne repose pas uniquement sur ce que l'on fait, mais aussi sur ce que l'on refuse de faire. Refuser une somme colossale pour rester aligné à ses convictions, dans l'absolu, un signe d'intégrité. Mais encore une fois, tout dépend de la véracité des faits avancés. Dans le cas présent, aucune preuve n'est donnée, et tout repose sur des affirmations verbales. La suite du discours prend un ton plus émotionnel. Bazor évoque la difficulté de refuser 5 milliards, soulignant que ce genre de décision pourrait avoir des conséquences concrètes sur la vie des citoyens, notamment en termes d'accès aux soins. Cette partie est chargée en pathos. Elle joue sur l'idée que, si cet argent était accepté et utilisé à bon escient, il pourrait soulager la souffrance de nombreuses familles. C'est une approche qui interpelle, mais qui pose aussi une question complexe. Peut-on justifier une action contraire à l'éthique si elle apporte un bénéfice matériel immédiat à la population? L'histoire politique mondiale montre que ce type de raisonnement conduit souvent à des compromis dangereux, où les moyens finissent par corrompre la finalité. Enfin, Bazor conclut en appelant à réfléchir avant de critiquer, en insistant sur la réussite et l'absence de besoins financiers du leader évoqué. Cet argument vise à défendre l'idée que les motivations de ce dernier ne seraient pas dictées par l'argent. Ce type de défense peut renforcer la confiance des partisans, mais elle ne convaincra vraiment que si elle est étayée par des faits tangibles et vérifiables. C'est dans cet esprit qu'il est important que chacun, en écoutant ce genre de propos, prenne le temps de les analyser, de croiser les sources et de se forger une opinion basée sur des éléments fiables. La politique, surtout lorsqu'elle touche à des figures marquantes, ne peut pas se résumer à des rumeurs ou des hypothèses. Elle doit se nourrir de vérité et de transparence. Et parce qu'un débat éclairé ne vaut que s'il est partagé, il est essentiel que vous participiez à cette réflexion collective. Abonnez-vous, laissez un commentaire avec votre point de vue et partagez cette vidéo autour de vous. C'est ainsi que l'information circule, que les idées se confrontent et que chacun peut contribuer à élever le niveau du débat public. En écoutant attentivement les propos de Bazor, on remarque que sa rhétorique est construite sur un mélange de provocation, d'hypothèses et de comparaisons. Ce style de discours a un double effet. Il capte l'attention par des images fortes et des chiffres impressionnants, mais il ouvre aussi la porte à une interprétation large, parfois imprécise, qui peut être perçue comme un simple exercice de communication plutôt qu'un exposé factuel.
L'usage répétitif d'expressions comme « imaginez un peu » fonctionne comme une invitation à la projection mentale. L'auditeur est incité à se représenter des scénarios hypothétiques sans qu'aucune preuve concrète ne vienne confirmer ces scénarios. C'est une technique classique dans le discours d'opinion. En orientant l'imagination, on influence subtilement la perception. Cette technique peut avoir un impact important sur l'opinion publique. Lorsqu'une figure médiatique propose une vision du monde dans laquelle de larges sommes d'argent circulent en coulisses pour influencer la politique, elle façonne la façon dont les spectateurs conçoivent les rapports de force. Dans un environnement déjà marqué par la suspicion envers les institutions, de telles affirmations peuvent renforcer le sentiment que les décisions politiques ne sont pas le fruit d'un débat démocratique, mais celui d'arrangements secrets. C'est là que se trouve un enjeu majeur. Plus les citoyens sont convaincus que tout est manipulé, moins ils croient en la valeur de leur participation civique. Bazor, volontairement ou non, touche donc à un point sensible. Lorsqu'il affirme qu'il pourrait lui-même accepter un montant important pour saboter un acteur politique, il ne parle pas seulement de lui, il insinue que ces pratiques pourraient être répandues, presque normales. Or, normaliser dans le discours public l'idée que tout engagement est négociable contre de l'argent peut avoir des conséquences profondes sur la morale collective. Ce genre de banalisation finit par influencer les attentes. Si tout le monde pense que la politique fonctionne sur un système d'achat et de vente d'influence, alors la pression populaire pour exiger des comportements éthiques s'affaiblit. Dans le passage où il évoque la possibilité de calmer un leader politique avec plusieurs milliards, Bazor joue sur un registre presque spectaculaire. L'énormité de la somme citée attire immédiatement l'attention, mais l'absence de contexte ou de preuves laisse le propos dans le domaine de l'hypothétique. Pour l'auditeur critique, il est important de garder une distance. La force d'un chiffre ne réside pas dans son ampleur, mais dans sa vérifiabilité. Répéter de grands montants peut marquer les esprits, mais sans preuve, cela reste une narration. La comparaison avec Ibrahim Traoré introduit un autre ressort rhétorique, l'opposition entre ceux qui cèdent à la tentation et ceux qui résistent. Cette mise en contraste est efficace sur le plan émotionnel. Elle permet à l'auditeur d'identifier des héros et des anti-héros. Toutefois, dans un débat politique sérieux, il est important de ne pas se contenter de figures idéalisées. Même les leaders perçus comme intègres peuvent avoir des zones d'ombre, et les présenter uniquement sous un angle héroïque peut empêcher un examen équilibré de leur action. Il faut également souligner que l'argument de Bazor repose sur une certaine personnalisation de la politique. Plutôt que de parler d'idéologie, de programme ou de politique publique, il se concentre sur les figures individuelles et sur les transactions qui pourraient les concerner. Cela correspond à une tendance médiatique globale où les débats se focalisent sur les personnalités plus que sur les projets. Le risque ? Transformer la politique en une succession de récits centrés sur les individus au détriment de la réflexion sur les enjeux collectifs. Un autre point intéressant est la manière dont Bazor interpelle directement son public en leur disant de réfléchir avant de juger. Cette injonction donne à son discours une apparence de bon sens et de prudence. Mais il faut aller plus loin. Réfléchir, oui, mais réfléchir en s'appuyant sur des faits, en recoupant les informations, en évitant de prendre pour argent comptant des affirmations non vérifiées. C'est un réflexe essentiel dans l'ère numérique, où les discours peuvent se propager très vite et influencer des milliers de personnes avant même qu'ils ne soient analysés. Sur le plan psychologique, le discours de Bazor exploite habilement un mélange d'admiration et de défi. Il suggère qu'il faut reconnaître la force morale de refuser d'énormes sommes, tout en défiant implicitement l'auditeur. Seriez-vous capable de faire de même ? Ce type de questionnement indirect engage le spectateur émotionnellement et crée un sentiment de respect, voire de loyauté, envers la personne présentée comme incorruptible. C'est une méthode persuasive puissante, mais qui reste fragile si elle repose uniquement sur des récits et non sur des preuves. La partie où Bazor évoque la souffrance des familles, les enfants privés de soins, introduit un élément émotionnel fort. Il met en parallèle le refus d'argent et les conséquences matérielles possibles. Si cet argent avait été accepté, on aurait peut-être pu soulager certaines détresses. Ce raisonnement joue sur un dilemme moral. Faut-il sacrifier ce principe pour un bénéfice immédiat ? Dans l'histoire politique, ce genre de dilemme a souvent mené à des débats intenses, car il oppose la pureté des intentions à l'efficacité pragmatique. Mais l'expérience montre que céder à la tentation au nom du bien immédiat finit souvent par coûter plus cher sur le long terme en sapant la confiance et en ouvrant la porte à d'autres compromis. Il est aussi notable que Bazor termine par une sorte de rappel à l'ordre envers ceux qui critiquent. Il renforce l'idée que l'homme qu'il défend n'aurait aucun problème financier et serait déjà comblé. Cet argument vise à neutraliser les accusations d'intérêt personnel. Cependant, il repose encore une fois sur la confiance que l'auditeur accorde à la parole de l'orateur.
Sans données publiques transparentes sur la fortune et les revenus de la personne défendue, cela reste un acte de foi plus qu'une certitude. Pour l'auditeur attentif, ce discours est donc une invitation à exercer son esprit critique. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc ce qui est dit, mais de se demander quelles sont les sources, quels sont les faits. Comment distinguer la défense sincère d'une figure politique de la construction d'un récit favorable? C'est à travers ce genre de questionnement que l'on peut éviter de tomber dans la polarisation excessive, où l'on choisit son camp en fonction d'émotions fortes plutôt qu'en fonction d'une analyse lucide. Et c'est précisément pour nourrir ce genre de débat éclairé que cette vidéo doit circuler. En partageant ce contenu, en laissant vos avis en commentaire, en vous abonnant, vous contribuez à élargir la discussion et à confronter différents points de vue. Ce n'est qu'en multipliant les regards que l'on peut approcher la vérité et comprendre les enjeux réels derrière les discours.